Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur TITV. Mesdames, Messieurs, voici le titre de l'actualité. Assassiné à Paris en France en 1973, les enquêtes sur la mort du premier médecin tchadien Dr Outel Bono, par ailleurs opposant tchadien du régime du président François Tambalbaye, vient de tomber. Détail à suivre dans ce journal. Le bras de fer continue entre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ses antagonistes. Le CNSP a donné un délai de 48 heures à l'ambassadeur de France à Niamey au Niger de quitter le sol. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue à tous. J'ai l'annoncé en titre le dimanche 26 août 1973. Le premier médecin tchadien et opposant politique du président Ngarta Tambalbaye, Outel Bono, était assassiné à Paris. En dépit des révélations venues du Tchad, puis de l'identification par les enquêteurs d'un suspect, la procédure s'est terminée par un non-lieu en avril 1982. À l'occasion du 50e anniversaire de son décès, RFI et France 24 ont reconstitué sur la base d'archives, parfois inédites, de témoignages et des travaux des chercheurs le fil de cette affaire. Nous sommes en ligne avec Khalidou Sy, journaliste français, par ailleurs auteur de l'enquête sur l'assassinat d'Outel Bono, publiée ce vendredi 25 août. Bonsoir Khalidou et bienvenue sur le plateau de Tchad Info TV. Bonjour. Jusqu'à présent, l'identité du commanditaire n'a pas été identifiée? Non, jusqu'à présent, elle n'a pas été identifiée, mais tous les radars se dirigent vers ce fameux Claude Beckel. Mais le plus important dans ce dossier, c'est pas de savoir qui était l'exécutant. Bien sûr que c'est important, mais de savoir qui sont ou qui ont été les commanditaires de l'assassinat. Et ce qui interroge, c'est le rôle de Camille Gourvenec dans cette affaire. Parce que dans les archives nationales françaises dont j'ai eu accès, il y a une communication entre les services de coopération policière de la capitale tchadienne, Fort-Lamy, et le directeur de la police générale française. Et l'échange, il date de septembre 1973. L'antenne du service de coopération technique de la police, il transmet à Paris une demande de Gourvenec. Gourvenec a demandé, parce qu'on a une lettre, d'en savoir plus sur les circonstances de l'assassinat du docteur Bono, de l'état de l'enquête et le parti de l'opposant politique, le parti qu'il allait fonder, le MDRT. La réponse est sans appel du directeur de la police française qui dit qu'il faut donner aucun renseignement sur Gourvenec, et même il annote le courrier, il souligne en rouge un passage d'un courrier et il dit que elle n'hésite pas à présenter le commandant Gourvenec comme l'instigateur probable de l'assassinat d'Outel Bono. C'est Nadine Bono, sa femme, qui n'hésite pas à présenter Gourvenec. Et lui, il commente en disant réponse à la question posée. Donc il y a beaucoup d'éléments qui laisseraient à penser que Gourvenec soit le commanditaire et que Claude Beckel soit la personne qui a tué Outel Bono, mais aucune personne d'entre eux n'ont été condamnés. Quel impact cet assassinat a-t-il eu sur la scène politique française à l'époque et comment est-il perçu aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort? À l'époque, dans les années 60-70, il faut savoir que plusieurs assassinats ou disparitions suspectes d'opposants africains mettent en cause la France, comme l'enlèvement de Mehdi Ben Barka en octobre 65 à Paris, Mehdi Ben Barka opposant au roi Hassan II, ou l'assassinat du chef de l'UPC, un parti d'opposition camerounais, Félix Mounier, qui a été empoisonné, lui, à Genève par un agent des services français du nom de William Bechtel. Dans le cas d'Outel Bono, vu les circonstances de l'assassinat, 2 balles en plein Paris, il s'agit sans aucun doute d'un assassinat politique, d'autant plus qu'Outel Bono était sur le point de fonder son parti politique, le MDRT, le Mouvement démocratique de rénovation tchadienne. D'ailleurs, dans l'article de France 24 et RFI, vous pouvez retrouver le manifeste qui a été publié sous forme d'un document PDF, et c'est un peu son programme politique. Outel Bono s'était positionné comme un opposant à François Tambalbaye. Il voulait incarner une troisième voie entre le Frolina et le pouvoir en place,
Et Outel Bono a été assassiné aussi la veille d'une conférence de presse où il allait présenter son parti politique. Niveau politique, on sait que Nadine Bono a été accompagnée par le Parti communiste français via son avocat Pierre Caldor. Et lorsqu'Outel Bono a été accusé de complot, condamné à mort pour complot en 1963 par François Tombalbaye, déjà à l'époque, le Parti communiste français avait lancé des appels pour la libération d'Outel Bono. Mais aucune trace d'un quelconque soutien ou d'une contestation chez les autres partis politiques. Plus tard, il y a eu des associations comme je pense à l'association Survie, fondée par François-Xavier Verschaff qui nous a quittés en 2005, qui lors du 30e anniversaire de la mort d'Outel Bono en 2003, ont fait une marche dans les rues de Paris pour demander la rouverture du dossier. Et il y a eu une action forte également de Survie qui ont renommé la rue de la Roquette en rue du docteur Outel Bono de manière symbolique. Donc l'idée de cette enquête menée avec mon confrère Laurent Corot de RFI, c'était avant tout de faire revivre, ou plutôt de faire connaître le personnage assez méconnu en fait, de l'histoire du Tchad. Outel Bono, il a été effacé des livres d'histoire, volontairement ou pas, là est la question. Mais on a également replacé le contexte historique de l'époque qui est très important, la rébellion du Frolina, l'opération Limousin, qui est la plus grande opération extérieure française depuis la guerre d'Algérie. On se rend compte que la contestation d'une présence militaire française en Afrique, c'était pas nouveau, parce que lorsqu'on parle du sentiment anti-français à tort aujourd'hui, dans le premier volet de notre enquête sur le site web de France 24, on a mis un extrait d'une rare vidéo d'Outel Bono, qui est interrogé par la télévision française. Et déjà à l'époque, il s'interroge sur le nombre de soldats français présents au Tchad et sans savoir pour quel but. Donc l'idée, c'était de faire connaître l'histoire d'Outel Bono, un homme politique qui compte dans l'histoire du Tchad et qui est parti beaucoup trop tôt. Khalidou Sy, journaliste auteur de l'enquête sur l'assassinat d'Outel Bono, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Sur la base de ce rapport, nous avons posé la question à Kaman Bedaou, neveu d'Outel Bono, sur ce qu'entend faire la famille biologique du défunt afin de lui rendre justice. Écoutez sa réponse. En principe, les parents les plus proches, c'est-à-dire ses enfants, sa femme est décédée en 2015, je crois, mais ce sont les parents les plus proches, c'est-à-dire d'abord ses enfants qui devraient demander réparation. Mais ces enfants se sont détachés. C'est 50 ans qu'est-ce que vous voulez demander comme réparation aujourd'hui? On ne peut absolument rien demander. Depuis quelques années, le dossier a été clos. En 82, je crois, la France a fermé le dossier Outel Bono. Qu'est-ce que vous voulez que la France demande réparation à qui? Et si les parents demandent réparation, il y a combien de Tchadiens qui sont morts? Il y avait la guerre qui a éliminé combien de personnes? Au deuxième chapitre de ce journal, le bras de fer entre le Niger et la France continue de plus belle. Vendredi soir, un communiqué demandant aux représentants de Paris de quitter Niamey dans 48 heures a été publié. Décision rejetée par le Quai d'Orsay, évoquant une fois de plus la non-reconnaissance de l'autorité de la junte au pouvoir. Les explications de Jocelyne Alataron. Dans un communiqué, les poutistes nigériens ont sommé l'ambassadeur français Sylvain Ité de quitter Niamey dans 48 heures. Aussitôt, Paris a réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Les poutistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues. Fin de citation. L'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité, a refusé de répondre à un entretien organisé vendredi matin à l'initiative du ministère nigérien des Affaires étrangères. Un refus qui est mal passé dans le rang des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum il y a un mois aujourd'hui. Depuis le début du renversement du régime de Bazoum, le Quai d'Orsay continue de s'opposer au nouveau régime, engageant un bras de fer entre Paris et Niamey. Et l'ultimatum des poutistes prend fin le dimanche 27 août. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Saleh Nadif et le directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique
et à Madagascar, Mohamed Moussa ont procédé à ce samedi 26 août 2023 à la signature d'un accord relatif à la révision de certaines dispositions contenues dans l'accord de siège entre le gouvernement de la République du Tchad et la SEGNA, signé le 17 août 2018. Andjamena, Judith Kamtar nous en dit plus. L'instrument juridique qui vient d'être signé s'inscrit dans le cadre de la conformité des accords de siège paraphés entre la SEGNA et les États membres. Ce document est la version actualisée entrée en vigueur en janvier 2023. Pour le directeur général de la SEGNA, c'est le résultat d'un long processus. Je me réjouis aujourd'hui que le Tchad soit le 9e État membre de la SEGNA à signer cet accord qui nous donne les pleins moyens pour accomplir notre mission de sécurité de la navigation aérienne sur 17 millions de kilomètres carrés. Beaucoup, ça n'existe nulle part au monde, ce type d'organisation. Et donc, la concession majeure que les États viennent de faire doit produire des résultats exceptionnels en matière d'assurer la sécurité de la navigation aérienne. Le processus de révision de l'accord a fait l'objet des négociations menées par les techniciens du ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad et de la SEGNA. Tchad, pays membre de longue date de la SEGNA, pays partenaire important de la SEGNA, se réjouit d'accomplir cette formalité qui sûrement est devenue nécessaire à la suite de toutes les évolutions qui viennent d'être rappelées tout à l'heure. Et donc, nous essayons autant que possible, chaque fois que c'est nécessaire, de remplir nos engagements. Ce qui a abouti à la version actuelle de cet accord de siège se compose d'un bloc de 8 titres répartis en 29 articles précédés d'un préambule. Après la ville de Mao, province du Kanem, la mission de sensibilisation de la population pour son inscription au fichier électoral est à Bol, chef-lieu de la province du Lac, pour appeler la population de la localité ayant la majorité ou n'ayant pas fait l'objet d'inscription au fichier de le faire afin d'exprimer son droit civique le moment venu. Suivez. Après Mao, chef-lieu de la province du Kanem, la mission du comité d'études et de communication du mouvement patriotique du Salut, conduite par son chargé de communication Mohamed Al-Mastour, est aujourd'hui à Bol, chef-lieu de la province du Lac. Là-bas, la mission a également échangé avec les filles et les fils de la localité sur l'importance de l'inscription au fichier électoral qui doit débuter ce 28 août. Nous vous appelons de sortir massivement pour vous faire recenser d'ici 2 jours, ici à Bol. Un bon citoyen doit avoir une carte électeur et cela lui permettra d'exercer son droit civique et d'exprimer son militantisme. Comme dans les provinces du Bata, du Bar El Ghazel et du Kanem depuis le 22 août, l'événement dans la ville de Bol est agrémenté par des danses traditionnelles et des sketchs sur l'importance de l'enrôlement au fichier électoral. Lors d'un point de presse organisé ce 28 août, le président du collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad, Mohamed El Mahdi Abderrahmane, a demandé aux jeunes de s'opposer aux appels à la violence lancés par certains hommes politiques. Suivez un extrait de son intervention. La jeunesse tchadienne, par ma voix, condamne avec la dernière énergie les agissements de certaines aventuriers qui cherchent à plonger le pays dans la désolation. La jeunesse tchadienne apporte leur soutien total et indéfectible au président de transition et se tient prêt et reste à sa disposition pour se lever comme un seul homme derrière les chefs de l'État, aller défendre la patrie en cas d'agression d'étrangers.
Le livre intitulé « Les traces d'un grand patriarche autodidacte » des auteurs Youssouf Ahmad Tiera et Cheikh Suleiman a été présenté et dédicacé à ce 25 août en Djamena. Bekoutou Junior et Ndale Paul. De quoi parle ce livre? C'est un livre de 369 pages paru aux éditions Ifriqiya. Subdivisé en 3 grandes parties, le livre relate l'itinéraire du général Youssouf Ahmad Tiera, conseiller spécial à la présidence de la République. Dans sa première partie, le livre présente les qualités et la personnalité du général Youssouf Ahmad Tiera dans toutes ses caractéristiques. En plus d'être un homme d'armes, le livre nous renseigne que le général est aussi un intellectuel multidimensionnel. La deuxième partie, quant à elle, montre le général dans ses relations internationales. C'est un homme qui a rencontré de nombreuses personnalités. Il nous permet d'apprendre de ces personnalités, mais également de nous préparer à les rencontrer et à tirer le meilleur d'elles pour nous, pour le pays et la postérité, commente l'une de ses connaissances. Dans la troisième partie, il y a un recueil de poésie et de photos qui illustrent son parcours de son enfance aux études et à l'armée qui a forgé l'essentiel de l'homme. Né en 1965 à Iriba, province du Wadifira, le général Youssouf Ahmad Tiera a effectué ses études au Tchad, en Tunisie et en France. Il est docteur en sciences économiques de l'université Sfax en Tunisie. C'est tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur TITV. Bonsoir.